Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Sao Tomé et Principe a célébré le 12 juillet le 48e anniversaire de son indépendance. C'est dans un contexte économique morose que se sont déroulées les festivités, notamment à cause du ralentissement de sa croissance économique. À quelques semaines de la présidentielle du 26 août, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, vante son bilan et les réformes instaurées pour le développement des zones économiques spéciales qui, selon lui, ont donné des résultats prometteurs, un avis que ne partagent pas certains membres de l'opposition gabonaise. Et le Sénégal ambitionne de se positionner comme un acteur clé du sport sur la scène internationale. Pour y parvenir, les autorités misent notamment sur les infrastructures sportives. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis à cet effet au cours de ces dernières années. Mais tout d'abord au Zimbabwe, l'ancien ministre et candidat indépendant à l'élection présidentielle du 23 août prochain, Saviour Kasu Kuwere, ne pourra pas concourir pour la magistrature suprême. La haute cour du Zimbabwe l'a déclaré inéligible ce mercredi 12 juillet en cause son absence du pays durant 18 mois consécutifs, un argument rejeté par le principal intéressé qui assure être parti se faire soigner. Il a déclaré vouloir faire appel de cette décision. Rappelons que cet ancien allié de l'ex-président Robert Mugabe est en exil volontaire en Afrique du Sud depuis 2017. Il fait partie des 11 candidats qui ont déposé des dossiers de candidature approuvés par la commission électorale du Zimbabwe. Selon les médias, cette course à la présidentielle devrait se jouer entre le président sortant Emmerson Mnangagwa de la ZANU-PF et le chef de l'opposition Nelson Chamisa de la Citizens Coalition for Change. Sao Tomé et Principe a célébré ses 48 ans d'indépendance ce 12 juillet 2023, indépendance acquise en 1975. C'est dans un contexte économique morose que se sont déroulées les festivités et pour cause, ce petit État insulaire en développement a une croissance qui dépend principalement du tourisme. Il a donc subi de plein fouet les effets de la Covid-19 et de la guerre en Europe de l'Est. Plus de détails avec Mildred Diamou. Sao Tomé et Principe a célébré ce 12 juillet 2023 le 48e anniversaire de son indépendance de la domination coloniale portugaise, acquise en 1975. Une fête nationale célébrée dans un contexte économique morose et de rapprochement à la communauté internationale. Les données de la Banque africaine de développement montrent que la croissance du produit intérieur brut réel du pays a diminué, passant de 1,9% en 2021 à 0,9% en 2022. Et le produit intérieur brut réel ne devrait croître que de 1,6% en 2023 et de 1,9% en 2024. Une situation attribuée à l'effet persistant du Covid-19 sur le tourisme, ainsi qu'à la guerre russo-ukrainienne qui a perturbé le commerce mondial. Sao Tomé est un petit pays qui rencontre incessamment beaucoup de problèmes en termes de développement économique. La croissance est vraiment minimale et des perspectives immédiates ne laissent pas croire à une amélioration systématique ou une amélioration significative de cette croissance. Mais le pays se vendant mal n'arrive pas à vendre son potentiel touristique, d'où la nécessité de revoir le modèle économique. Face à ces perspectives économiques peu favorables, le gouvernement santoméen prévoit la revitalisation du secteur privé. Il projette également de définir un cadre d'amélioration salariale dans la fonction publique à partir de 2024 pour faire face à la hausse du coût de la vie. Le pays traverse un marasme qui est réparable, mais qui doit beaucoup plus être modifié en termes de paradigme. L'économie doit être résiliente pour attirer plus d'investisseurs dans le secteur des services. Sao Tomé pourrait revenir comme l'île Maurice si le pays avait fait des efforts au niveau de la gouvernance. D'où la nécessité de réformer des secteurs primaires tels que l'agriculture. Cependant, le déficit budgétaire de Sao Tomé et Principe devrait reculer, passant à 5,5% du produit intérieur brut en 2023 et à 4,5% en 2024, grâce à des dépenses publiques prudentes et à des mesures d'austérité visant à contenir l'inflation. Les recettes tirées des exportations et du tourisme devraient également rebondir,
contribuant à réduire le déficit de la balance courante à 16,2% du produit intérieur brut en 2023 et à 13,9% en 2024. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a choisi la zone économique spéciale de Nkok pour officialiser sa candidature à la présidentielle du 26 août pour un troisième mandat. Le choix de ce lieu n'est pas le fruit du hasard puisque cette zone, lancée en 2011, enregistre des résultats prometteurs grâce aux réformes instaurées selon le chef de l'État. Un avis que ne partagent pas certains membres de l'opposition qui appellent à réformer en urgence les institutions. Les explications de Mildred Diamou. Véritable pôle industriel de l'Afrique centrale et de transformation locale, notamment à base de bois, la zone économique spéciale de Nkok, créée en 2012, a généré environ 16 000 emplois directs et indirects au Gabon, selon des chiffres officiels. Grâce à ce site, le pays est devenu le premier producteur et exportateur africain de contreplaqué et le deuxième exportateur mondial, avec 3,4 millions de mètres cubes de contreplaqué produits annuellement et 265 millions de dollars en produits exportés annuellement. Ce projet phare du président Ali Bongo a également fait du pays un acteur commercial et d'investissement de premier plan dans les produits dérivés du bois, des acquis que le chef de l'État entend renforcer s'il est réélu à la tête du pays. Nkok, c'est le Gabon qui gagne. Grâce à cette décision, une industrie du bois a émergé. Des milliers d'emplois ont été créés. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer en nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie. Pour le Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, parti d'opposition en lice pour les élections de 2023, ces chantiers ne suffisent pas. Alors qu'un tiers des Gabonais vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté de 5,50 $, soit 3 386 francs CFA par jour, faute d'emploi notamment. Le parti estime que l'urgence pour le Gabon aujourd'hui est de restructurer les institutions du pays, ce qui va participer à réhabiliter la souveraineté du peuple. Il faudrait restructurer et réhabiliter nos institutions. Il faudrait réhabiliter la souveraineté du peuple. Je crois que c'est des problèmes importants. Après, tout le reste pourra suivre, les problèmes de gouvernance et tout le reste. En raison de la forte demande des produits exportés, notamment le pétrole, le manganèse, le bois, l'huile de palme, et de la poursuite des réformes économiques, en 2022, l'économie gabonaise a enregistré une croissance de 3,0% contre 1,5% en 2021. La croissance du pays devrait se situer à 2,7% en 2023 et 2,8% en 2024, d'après les données de la Banque africaine de développement. C'est ce jeudi 13 juillet que s'achève le 6e sommet annuel africain des mines, aussi appelé Mining on Top Africa. Un rendez-vous qui réunit depuis ce mercredi à Paris, en France, les acteurs clés du secteur minier en Afrique. Le but, promouvoir les partenariats miniers et les investissements sur le continent africain en favorisant les rencontres entre dirigeants européens et sociétés d'exploitation minière basées en Afrique. Au nombre des pays miniers présents, on compte notamment la République démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal, la Zambie ou encore la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le Bénin est l'invité de ce sommet. Le ministre béninois de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, a pris part à cette rencontre en évoquant les enjeux du développement de ce secteur pour son pays. Écoutons-le. Nous avons un code minier sous-régional qui a été adopté au niveau de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO. Et tous les pays sont appelés à s'aligner sur ces codes-là, essentiellement, pour que l'exploitation minière puisse changer les donnes. Nous puissions changer notre manière de faire pour que les pays également, en dehors du fait que nous engrangeons des ressources par rapport à l'exploitation, que nous commencions par transformer, que nous commencions par créer la chaîne de valeur dans nos pays, de l'exploration à l'exploitation jusqu'au recyclage. C'est important. Et pour finir, au Bénin, aucun projet ne peut être réalisé lorsque les études d'impact environnemental et social ne sont pas réalisées avec un plan de gestion environnementale et sociale bien conçu et suivi par le gouvernement.
pour dire donc que les donnes sont en train de changer également en Afrique et nous invitons donc nos partenaires à nous accompagner là-dessus. Avec 5 titres de champion d'Afrique en l'espace d'un an et demi environ, le Sénégal se fait une place de choix parmi les grandes nations sportives du continent. La récompense d'une série d'investissements importants dans le domaine du sport, notamment dans les infrastructures sportives où plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis au cours de ces dernières années. Les explications de Cheikh Omar Kamara. Ces dernières années, le Sénégal a investi d'importants fonds dans la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à travers le pays d'un montant d'investissement de plus de 200 milliards de francs CFA. Des stades à l'instar du grand stade Abdoulaye Wade, la Dakar Arena ou encore le stade Léopold Sédar Senghor ont émergé pour répondre aux besoins des athlètes et des clubs locaux. Avec l'organisation prévue des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, ce pays de l'Afrique de l'Ouest est destiné à être une plaque tournante pour l'industrie africaine du tourisme sportif. Aujourd'hui, le sport au Sénégal et en Afrique d'ailleurs, est en train de devenir une véritable réalité économique et sociale. Quand on regarde aujourd'hui les trajectoires de victoires qui sont les catalyseurs pour le cas du Sénégal, mais aujourd'hui tous ces grands événements qui se positionnaient dans d'autres parties du monde, mais qui sont en train aujourd'hui de se positionner en Afrique, et particulièrement au Sénégal. Je veux nommer en particulier la Basketball Africa League, mais aussi et surtout les Jeux olympiques de la jeunesse. Concernant le tourisme, notamment le tourisme sportif, considéré comme un secteur stratégique de l'économie du pays, les objectifs poursuivis ces dernières années sont encore plus ambitieux. Le Sénégal se positionne parmi les top pays en ce qui concerne l'industrie du maïs et veut aussi jouer un rôle important comme une destination touristique. Je crois qu'organiser ce genre d'activité et comme aussi accueillir la Basketball Africa League chaque année pendant ces 2 dernières années va contribuer au développement de ce secteur. Le Sénégal a marqué l'histoire du football africain en remportant les titres de la CAN 2021, la CAN Beach Soccer 2022, la CAN U17 et U20 en 2023. Comme je le dis souvent, derrière nos performances, il n'y a pas de hasard, mais des politiques publiques soutenues, d'investissement dans le domaine des infrastructures sportives, mais aussi d'encadrement et d'accompagnement de nos équipes nationales, toutes catégories confondues. Le Sénégal continue de s'imposer comme une force émergente sur la scène sportive mondiale. Le développement des infrastructures sportives et le succès des équipes nationales de football témoignent de l'engagement du pays envers l'excellence sportive. Également dans l'actualité, l'histoire entre l'international sénégalais de football Sadio Mané et le Bayern Munich touche à sa fin malgré une fin de contrat initialement fixée à juin 2025. Le club allemand a fait part à Sadio Mané de sa volonté de s'en séparer lors du mercato estival. Pour rappel, le transfert de l'ancien joueur de Liverpool avait coûté 32 millions d'euros l'été dernier. C'est donc à l'issue d'une saison compliquée que l'histoire de Sadio Mané au Bayern Munich devrait s'achever. D'après plusieurs médias, le club saoudien d'Al Ahly serait intéressé pour le récupérer. Valoriser des éléments recyclés pour sensibiliser à la protection de l'environnement, c'est ce que propose l'exposition La Citadelle des Anciens à l'Institut français de Yaoundé au Cameroun. Un voyage dans le temps à travers des sculptures confectionnées à partir de déchets qui a commencé il y a plus de 30 ans. Reportage de notre correspondant Séverin Douke. Comme lors d'une cérémonie royale en Pays-Bas miliqué au Cameroun, ils sont là sous leur tenue de grande parade avec quelques-uns de leurs attributs. Eux, ce sont les 9 notables de la cour royale. Il ne s'agit pas plus qu'une représentation, c'est une partie de l'exposition La Citadelle des Anciens par le célèbre artiste plasticien et environnementaliste camerounais Joseph-Francis Soumenieux à l'Institut français de Yaoundé. Les œuvres qui constituent l'exposition La Citadelle des Anciens sont composées de mannequins de formes tantôt humaines, animales ou autres, faits de matériaux de récupération et autres déchets qui donnent surtout la fière allure de grands hommes de tradition et de culture.
Une œuvre qu'il présente comme inachevée, mais qui lui aurait pris plus d'une trentaine d'années à peaufiner. C'est un projet qui a commencé depuis les années 88 et il court jusqu'aujourd'hui et même présentement il n'est pas achevé. Ça s'appelle la citadelle des anciens, mais en réalité qui est accompagnée par l'expression des 9 notables. C'est un espace que je conçois pour traiter des problèmes de la société en général, concernant les époques passées ou présentes et même à venir, parce que juste les notables avaient pour fonction de rester dans cet espace-là, de débattre. Par exemple, dans le temps passé, il y avait des choses qui pouvaient se passer dans la société et qu'on amène discuter ici. L'exposition La Citadelle des Anciens est un moment d'appel à la prise de conscience de la nécessité d'impulser une politique de gestion et de valorisation des déchets par ces temps où la protection de la nature s'impose pour assurer la pérennité de la vie sur la planète. De plus en plus d'artistes s'inscrivent dans cette logique avec des œuvres toujours plus originales, à l'image de cette fresque géante signée Jean-Michel Dissaquet qui habille la façade de ce bâtiment. Elle a été réalisée à partir de débris de plaques d'immatriculation de véhicules. Au-delà du côté embellissement du cadre urbain, elle met en avant l'unicité des peuples dans la diversité des couleurs. Des œuvres originales qui attirent la curiosité des visiteurs. Waouh à ce seigneur qui réalise des chefs-d'œuvre, qui des éléments recyclés à produire ces éléments, ces sculptures qui nous permettent de voyager étant sur place. Déjà, je les remercie parce que déjà, ils contribuent à la protection de l'environnement et il nous permet de voyager sur place. Il a du talent et voir comment il monte ses œuvres avec des artis recyclés, c'est vraiment un grand talent, c'est un don. Ces œuvres sont le témoin de la contribution de la gestion et de la valorisation des déchets à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration du cadre spatio-récréatif. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.